Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. À 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats, ou soit je sombre. Ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je n'ai pas peur de perdre ce pourquoi je me suis battu pendant 20 ans. Finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça fait partie d'un parcours, c'est normal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. Pourquoi un thème autour de l'échec ? J'aime à dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et je vous rassure, il ne s'agit pas du dernier best-seller qui cartonne dans les librairies. Bien au contraire, mon palmarès, il est peu reluisant. En effet, j'ai travaillé plus de 7 années, cœurs et âme, sur des projets qui n'ont pas décollé. J'ai également connu la patience d'un amour qui ne s'est pas concrétisé. Et il y a eu des amitiés chères qui se sont tragiquement brisées. Ces événements mis bout à bout m'ont laissé un goût amer. J'ai eu honte, je me suis isolée, j'ai perdu confiance en moi. Et pendant cette période, j'aurais aimé croiser le chemin de personnes au parcours atypique qui m'auraient aidé à prendre du recul sur mon histoire et à être dans la gratitude des instants présents. Car qu'est-ce que la réussite, si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de demeurer en mouvement quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle j'ai créé We Talk. Je donne la parole à des personnalités au parcours atypique, authentique, qui, par leur histoire, sauront m'édifier. Et vous édifier, vous, qui m'écoutez en ce moment, et qui, peut-être, traversez la tourmente de l'échec. Et très humblement, je souhaiterais prévenir ceux dont le chemin semble tout tracé, et leur dire que l'échec fait partie intégrante de l'équation de la vie. Car oui, aujourd'hui peut être difficile, mais demain offre toujours la perspective d'un meilleur. Si vous souhaitez me faire des suggestions d'invités, me faire un commentaire, ça se passe sur Instagram, WeTalk-8TV. À ce propos, mon invité du jour, c'est Nénette. Comment vas-tu, Nénette ? Je vais très bien, merci. Merci de me recevoir. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de We Talk. J'ai pour habitude de présenter mes invités à mes auditeurs au travers d'un conte que j'ai concocté sur mesure. Est-ce que tu es prête à entendre ton conte ? Je suis prête. Bon. Alors, je prends mon anti-sèche et je démarre. Il était une fois une femme à l'audace chevillée au corps, une battante qui fait de ses peurs un moteur pour réaliser ses rêves. Talina Robert, dit Nénette, est la toute dernière d'une fratrie de 7 enfants. Loin d'être célébrée en grande pompe, son arrivée a fait grincer des dents ceux qui l'ont précédée. En effet, ses frères voient en elle une rivale venue usurper l'attention de leur mère. Et chaque occasion est propice pour mener la vie dure à cette intruse qu'ils doivent considérer comme leur sœur. Pourquoi aurait-elle des privilèges qu'eux n'ont jamais reçus ? Talina le comprend vite, pour se faire sa place et s'imposer, il faut être une force de la nature. Loin de la briser, l'attitude de ses frères renforce son caractère déjà bien trempé. Talina réussit à s'imposer au sein de sa famille, ses frères l'acceptent enfin comme l'une des leurs. Un jour, le hasard la conduit devant les portes d'un théâtre. Des enfants sont sur scène. Ils jouent avec une aisance déconcertante. Talina est captivée, elle en perd même ses mots. Elle s'interroge sur le courage de ces jeunes qui osent s'exprimer face à un public d'inconnus. Elle qui occupait ses journées à assister des enfants en situation de handicap ose désormais rêver de planches et d'humour. Talina se voit en haut de l'affiche, une salle remplie de fans qui rient à gorge déployée. Et pourtant, le retour à la réalité la laisse amère. Tout lui rappelle que ce métier et ce milieu ne sont pas faits pour elle. Talina n'a jamais fait ou pris des cours de comédie. Et surtout, depuis peu, elle est une jeune maman célibataire. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu le leitmotiv de notre futur humoriste qui ose passer les castings et intègre avec brio la 2e promotion d'humoristes amateurs du Yana Comedy, qui est le comedy club le plus populaire de Cayenne en Guyane. Les représentations se succèdent et le talent de Talina éclot au grand jour. Elle, qui quelques années plus tôt se battait pour affirmer sa place au sein de sa famille, se retrouve à s'en faire une nouvelle dans le monde de la comédie. Nénette, l'humoriste, est née. Au Yana Comedy Club, Nénette fait la rencontre de Rodman et à eux deux, ils forment un joyeux troublion de l'humour. La Guyane, les Antilles rient à leurs blagues, ils font salle comble, ils ont conquis un public. Puis vient 2020, l'année charnière. Nénette décide de faire un grand saut dans le vide.
Elle quitte définitivement son boulot, se sépare de son duo et choisit de faire une carrière en solo. Alors que le confinement s'éternise, ses choix sont mis à mal. Mais Nénette tient ferme. La boule au ventre, Nénette là. S'arrête-t-elle pour autant? Non. Car elle veut devenir la première humoriste guyanaise à se faire un nom sur la scène de l'humour dans les Antilles et l'Hexagone. Elle met sa foi dans son audace et travaille dur pour tenir ferme. Pour elle, pas de plan B qui pourrait la détourner de ses projets. Elle ira jusqu'au bout de ses rêves, ce rêve qui l'amène ce samedi 1er juin 2024 où elle a décidé de faire rire plus de 500 Parisiens au Palais des Glaces. Waouh. Bon, je suis à fleur de peau en ce moment. Oh. Tout le monde a décidé de me faire pleurer. Oh, On commence l'émission comme ça. Ça fait aussi partie de ma personnalité. J'ai un grand caractère, mais je suis une grande sensible et je suis surprise de la justesse de ce conte. Ah mais vraiment. je suis ravie. Vraiment, vraiment. Je suis touchée que ça. Je n'aurais même pas eu les mots pour décrire tout ça aussi bien moi-même. Donc c'est très très bon. Merci. Ton émotion me touche, moi aussi, ça vraiment je suis étonnée de la justesse vraiment de tes propos. Ouais, écoute, ça me fait plaisir. Ouais. Moi, je t'ai présenté avec mes mots à moi. Mm-hmm. Je vais maintenant te laisser dire en fait qui es-tu, Nénette. Tu me fais beaucoup rire. Merci. Est-ce que tu peux dire à ceux qui écoutent qui tu es? Avant d'être Nénette, je suis Talena, donc cette jeune fille qui a grandi parmi 6 frères et qui a dû, comme tu l'as si bien dit, se frayer un chemin dans tout ça, se battre contre un manque de confiance. Mais je suis aussi une jeune femme qui a toujours eu un caractère fort et je pense que c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Oui. Et finalement, il a pris le dessus. Je me suis révélée à moi-même parce que j'avais pas idée de la force que je pouvais avoir. J'avais pas idée de ce pouvoir de rassembler les gens, de faire rire les gens. Oui. Et ce sont des choses qui se sont révélées à moi et dont je suis extrêmement fière parce que je me bats tous les jours pour grandir dans cette aventure, personnellement d'abord, et ensuite pour faire du bien autour de moi parce que c'est mon leitmotiv. Oui. C'est que ce que la vie m'a donné puisse servir parce que je suis une femme au grand cœur et pour moi c'est hors de question de faire preuve d'égoïsme en fait dans ce que je fais. Je le fais pour le partage, je le fais pour faire du bien. Et je le fais pour moi aussi parce que ça m'a permis de retrouver mes ailes perdues qui avaient été un peu piétinées. Et voilà, je suis plein de choses à la fois. Et je suis extrêmement fière de la femme que je suis aujourd'hui. Et je le redis 2 fois parce que je sors de très loin. Oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à croire en moi, à me dire que j'étais capable, que je méritais. C'est extraordinaire, Nénette, parce que pour moi, quand je te vois, tu as l'air, et puis quand je vais sur tes réseaux, tu as l'air si confiante, comment on fait, comment ça se fait que tu as un moment dans ta vie où que parfois tu puisses manquer de confiance? Quels sont ces événements qui ont pu finalement ébranler la confiance que tu dégages naturellement pourtant? Alors je suis partie c'est-à-dire que j'ai commencé la vie avec ce manque de confiance parce que justement je n'étais pas valorisée au sein de mon foyer et ensuite ça a forcément fait des dégâts quand on a le sentiment qu'on ne mérite pas, quand on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, forcément on va accepter et avoir des personnes dans nos vies qui vont faire que renforcer en fait ce sentiment-là puisque on attire ce que l'on est. Oui. Et j'aime à dire que quand on est blessé, on attire les chacals. Voilà. Donc je suis partie avec ce handicap-là dans la vie. Donc tu penses que tu es née finalement avec une forme de manque de confiance en toi? Bien sûr. Et je suis pas née avec, mais en tout cas très vite. L'entourage ne t'a pas aidé. Voilà. À avoir une certaine estime de toi. C'est ça. Et d'autant plus que j'avais cette sensibilité-là depuis très jeune.
Donc, en fonction de notre sensibilité, les choses nous touchent différemment. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il y a des situations en particulier que tu peux partager avec moi, des situations où tu te dis, punaise, mais j'ai vécu ça, mais c'est sûr que ça fait partie des choses qui ont ébranlé ma confiance en moi. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, parce qu'il y en a plusieurs, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que déjà, je suis la dernière fille d'une fratrie de 6 garçons. Oui. Et je suis la seule fille de mon père qui vivait avec nous sous le même toit. Donc, j'étais la seule à avoir vécu avec mon père. Donc, déjà, ça a creusé un écart entre nous. Oui. Entre mes parents, ça se passait pas bien. Donc, mes frères avaient le sentiment que, enfin, c'est pas le sentiment, mais quelque part, ils ont projeté, en fait, le mal qu'il y avait entre mes parents, Oui. puisque c'était mon père le fautif du malheur de notre mère. Donc, du coup, quelque part, ils l'ont reporté sur moi. Oui. Et puis, j'ai une couleur de peau différente. D'accord. Voilà. Donc, ça a beaucoup joué Oui. aussi dans ma famille. Et voilà, quoi. Donc, il y a plusieurs choses. Tu viens des Antilles, et Oui. c'est vrai que cette histoire de colorisme, Bien sûr. et c'est quelque chose qui est très, très marqué dans la communauté Bien sûr. antillaise. Et encore plus entre frères et sœurs. Ah, waouh. Encore plus entre frères et sœurs, oui. parce que on comprend pas pourquoi nous on est de cette couleur avec ce type de cheveux. Oui. Et puis elle a cet avantage dans la vie d'être plus claire de peau, d'avoir un autre type de cheveux, d'avoir pour eux c'était enfin je dis pour eux aux Antilles Guyane, c'est-à-dire Oui. c'est comme si on nous avait donné quelque chose en plus dans la vie, Parce en que fait. tu es clair de peau. Voilà, c'est plus ça. clair de peau en tout cas. Voilà que mes frères. Avec des ouais. cheveux Voilà, c'est ça. moins, on va dire, moins crépus. C'est ça. Et donc, ça donne le sentiment que tu es privilégié par la Exactement. vie, par ta mère. C'est ça. Alors que c'était pas mon ressenti, pas du tout. Et en plus, il y avait ce côté où ma mère, elle avait vraiment rêvé d'avoir une fille, parce qu'elle a fait d'abord 6 garçons avant de l'avoir. Donc, j'ai été désirée quand même par ma mère. Ouais. Et donc, ce sont tous ces petits éléments-là qui font que, voilà, il y a plusieurs choses, mais en grande partie, ça commence par là. Oui. Donc voilà, c'est compliqué parce que je suis la fille du mari. On a l'impression que je suis plus gâtée, Oui. que j'ai droit à plus de choses. Il faut dire aussi que il y a des choses qui sont vraies, comme le fait que, comme mes frères étaient dans leur période d'apprentissage, ma mère avait moins de moyens Oui. aussi. Moi, période d'apprentissage. D'adolescence, pardon. Oui, d'accord. De leur jeunesse à leur adolescence. Oui. Ma mère avait moins de moyens. Mhm. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai bénéficié d'un autre confort de vie aussi par rapport à Oui, mes frères. Oui. Quand tu es arrivée, elle Voilà, a c'est déjà accompli ça. un certain nombre de choses Voilà, dans sa vie, donc exactement. financièrement, elle était plus à l'aise. Exactement. Donc, ça aussi, ça a joué. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis partie déjà avec cette confiance ébranlée. Et vu que j'ai grandi parmi des garçons et que j'étais sensible, j'avais souvent ces réflexions comme pour me casser un peu dans la vie, de dire arrête de pleurer pour rien, arrête de te plaindre, arrête de faire ci, arrête de faire ça, comme pour toujours un peu me faire redescendre un peu sur terre et de mon nuage. Et voilà, t'as la joie de vivre, tu fais trop de bruit, tu pleures, arrête de pleurer. Voilà, donc c'était pas évident pour moi en fait de trouver ma place déjà parmi 6 garçons. Mhm. Et ensuite, mes parents, comme je vous expliquais, ils avaient des problèmes, donc j'avais pas forcément leur attention. Et quand j'ai essayé de l'avoir, vous savez, les parents entiers au Guyanais, ils ont le sentiment que leurs enfants n'ont pas d'émotion, que leurs enfants n'ont pas besoin de certaines attentions. Wow. C'est-à-dire qu'ils ont grandi c'est une génération qui a grandi avec des problématiques et qui s'occupe de pouvoir vous donner à manger, de pouvoir vous donner un toit, et puis le reste, faut pas trop en demander, en fait. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pars dans la vie un peu branlante, Avec quoi. oui. Voilà. Mais, à contrario, j'ai une chance. C'est que j'ai une famille élargie, très grande et très aimante. C'est-à-dire que j'ai plein de grandes cousines, Oui. plein de grands cousins. Je fais beaucoup d'activités extrascolaires.
Parce que ma mère n'ayant pas eu la chance de faire toutes ces choses, a tenu à ce que je puisse découvrir le sport, la danse, voilà, plein de choses comme ça. Donc j'ai la chance quand même d'avoir un soutien extérieur qui est important et qui est valorisant. D'accord. Je trouve ce soutien ici, ce qui me redonne un peu ma joie de vivre et qui me donne le sentiment que je compte, que je suis importante et que j'ai quelque chose à apporter, parce que on me fait souvent la remarque de me dire, ben, quand t'es là, on est content, on passe des bons moments, c'est solaire, c'est, même si je l'ai pas perçu à ce moment-là, mais je pense que ça m'a quand même aidé. Tant mieux que tu aies finalement cette famille élargie. Exactement. Qui finalement te donne le sentiment que tu comptes, parce que c'est très important. Et mes amis aussi. J'ai eu quand même cette chance, voilà. Ah, mais tant mieux. Je vais revenir à quelque chose de fondamental, parce que WeTalk, on parle d'échec. Quelle est ta définition de l'échec? Parce que je sais que dans ton parcours, il y a des choses... Voilà. Ma définition de l'échec, elle a évolué. Oui. Parce que avant, c'était une fatalité pour moi. C'est-à-dire, ah mon Dieu, j'ai pas réussi, c'est la honte, qui m'a envoyé, ça prouve que voilà, que je suis pas à la hauteur. Oui. Aujourd'hui, l'échec, c'est juste une redirection, c'est juste une opportunité de faire autrement et de faire mieux. Oui. Voilà, c'est une expérience. Aujourd'hui, je prends les expériences. Donc, c'est vrai. Voilà. Au final, on n'échoue pas, mais on a une série d'expériences. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux me parler des 2 expériences les plus difficiles de ta vie? Alors, c'est quoi les 2 expériences les plus difficiles? Alors, il y en a une qui me vient spontanément, hein, c'est une expérience amoureuse. Oui. Où, ben voilà, comme je vous ai expliqué, quand tu pars dans la vie avec le manque d'amour de tes parents, le manque d'amour de tes frères, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te regarde avec des yeux et qui te dise oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es joviale, ben, toi tu prends tout, sans regarder ce qu'il y a à côté de malsain en fait finalement, parce que tout ce qui compte c'est qu'on te regarde, et en plus avec des yeux qui brillent. Donc tu t'embourbes dans des choses où en fait finalement on te traite de façon comment dire, c'est-à-dire que on ne prend pas la valeur en fait de ce que tu es, de qui tu es, et en même temps tu ne permets pas aux autres de voir cette valeur, puisque tu acceptes les miettes finalement. Donc finalement c'est encore cette notion de manque d'estime de exactement toi, qui font que tu tombes sur des personnes qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément bien intentionnées vis-à-vis de toi, et qui te renvoient encore une fois de plus, de par leur comportement, que tu as peu de valeur. Exactement. Et comment on fait pour se relever de ça? Je suis quelqu'un qui fonctionne avec la foi et les convictions. Oui. Quand j'étais dans cette relation, tous les jours, je me disais, un jour, je vais sortir de là. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle façon, j'ai pas le moyen là tout de suite, mais je sais qu'un jour, ça sera terminé. Alors que tu étais dedans et que tu étais amoureuse. Oui, bien sûr, et que je savais pas comment j'allais le faire, mais pour moi, la parole est créatrice, et je me disais, je vais sortir de là un jour, ça va pas durer éternellement, je le sais. Et ça a duré 5 ans, ça aurait pu durer bien plus longtemps, je pense, si j'avais pas essayé de me parler à moi-même et de me dire, même si aujourd'hui t'as le sentiment que t'as pas les ressources, même si t'as le sentiment que tu mérites pas mieux que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh. Et ça ne venait pas de l'extérieur. Non. On dit, tu te faisais toi-même finalement tu t'auto conseillais, comment dire ça, je m'auto-coachais, je sais pas. C'est vrai que j'ai quand même cette capacité à aller chercher les ressources à l'intérieur de moi et de me dire dans les moments les plus terribles, quoi, de me dire en fait tu vas y arriver. Donc en fait on dit à toutes les femmes aujourd'hui qui vivent dans des relations, c'était une relation que tu qualifierais aujourd'hui de toxique? Ah oui, totalement. Et une relation déséquilibrée, c'est-à-dire que je donnais, mais je recevais pas à la hauteur de ce que je donnais. Oui. Donc et puis c'était une relation où
où en fait cette personne jouait sur les deux tableaux en un peu je veux pas, je veux pas, je veux mais je veux pas t'assumer, je veux t'assumer mais je veux pas. Et en fait quand je vous dis ce sont des miettes en fait. Oui. En termes d'estime de soi, Voilà. effectivement, c'est compliqué. C'est ça. Et moi je me rappelle que je me disais toujours ça va pas durer. Il y a un jour je vais trouver la force de sortir de là. Oui. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et ça n'a pas été évident. Et en fait, quand j'ai réussi à sortir de cette relation, je me suis dit, parce que bon, c'était pas la première relation qui m'avait ébranlé, mais celle-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de passion, il y avait une grande complicité, on avait beaucoup de points communs, il y avait aussi du professionnel, donc c'était plus dur. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrives à t'aimer pour ne plus permettre à qui que ce soit de te traiter comme on t'a traité là. Tu dois plus te retrouver dans cette situation-là. Oui. Donc maintenant, le travail, c'est à toi de le faire. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as accepté ça? C'est quoi le manque d'amour de toi? Oui. C'est quoi le niveau qui fait que tu peux subir des choses comme ça? Maintenant, c'est bien de blâmer la personne en face de soi. Certes, elle a mal agi, Oui. mais tu as permis. Tu as permis. Tu as eu suffisamment de recul pour, pour être suffisamment objective. Oui, alors, un peu après, mais en tout cas, sur le moment, Oui. ce qui m'a conduite, c'est de me dire, plus jamais on doit te traiter comme ça. Plus jamais tu dois accepter ça. Plus jamais ça doit se passer dans ta vie. Et quand tu es sortie de là, tu as eu essayé de faire une espèce de retour d'expérience. Exactement. Et tu te dis, oui. Quelle était ma part de responsabilité? Je pense que cette relation-là, c'est ce qu'elle m'a apporté. Wow. Apprendre à accepter quelle est ma part, à prendre ma part de responsabilité. Wow. Ah mais c'est une preuve d'humilité, parce que là, pour le coup, quand on a une relation et que ça se termine, bon, on rejette souvent un peu beaucoup la faute. Oui, alors je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait. Il en a pris pour son grade, bien sûr. Mais il faut quand même une force de caractère. Oui, parce que c'est jamais que la faute des autres. Dans une relation, on est toujours deux. Et en fait, aujourd'hui, chaque situation que je dois affronter dans ma vie, je me dis quelle est ma part. Quelle est ma part? Parce que c'est jamais que les autres. Tu t'es dit que quelle était ta part de responsabilité? C'est que j'ai autorisé. Wow. Voilà. Donc je me suis dit, maintenant c'est au boulot. Il va falloir que tu travailles sur toi, que tu travailles à t'aimer, à sortir de cette dépendance, de sortir de ce truc-là où tu as besoin du regard de l'autre pour t'aimer. Oui. Parce que c'est des choses qui m'ont fait défaut en amitié aussi. C'est-à-dire que accepter, ne pas oser dire non, ne pas mettre de limites parce que on a peur de perdre les gens, en fait, finalement. Et je me suis dit, je ne veux plus avoir peur de perdre les gens. Je ne veux plus. Donc maintenant, je sais pas par où commencer, mais je vais commencer quelque part. Et j'ai commencé une thérapie. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai commencé à accepter aussi que j'ai commencé à accepter que j'étais dépendante affective, en fait. Parce que c'est là que ça commence. Ah oui. Quand on accepte de se dire, je dépends du regard des autres, je dépends de l'amour des autres pour m'aimer. Waouh, tu as réussi à poser ce diagnostic. Et c'est dur, c'est très dur. Et même pour moi, quand tu dis ça, c'est... C'est très dur, mais c'est de là que tout est parti. Wow. Ouais. Voilà. Et puis, ça commence par des petites actions. Quand on sait pas par où commencer, on commence par arrêter parce que moi, c'est quelque chose que je faisais énormément, me dévaloriser physiquement, intellectuellement. Ma bouche était portrice de ça. C'était du poison pour moi parce que j'utilisais ma bouche contre moi. Oui. Voilà. Donc je me suis dit, si tu sais pas dire du bien de toi, au moins ferme ta bouche et dis pas le mal, tu vois. Oui. Dis pas, commence par là, arrête de dire le mal, arrête de te dénigrer, parce que finalement, si tu es un peu objectif et que tu fais le bilan et que tu regardes un peu en arrière, tu vois que tu t'es sorti de pas mal de situations, tu as relevé la tête dans pas mal de choses. Donc, même si tu sais pas faire, même si tu sais pas te valoriser, mais en tout cas, arrête de te valoriser. Et voilà, petit à petit, avec ma thérapie,
C'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et je suis revenue sur mon enfance. Donc, on revient de là où tout est parti, en fait, finalement. Oui. Voilà. Et là, tu comprends que relation de cause à effet sur le choix peut-être des personnes qui, après, partagent ta vie. C'est ça. Où tu recherches finalement désespérément l'amour des autres plutôt que t'aimer toi-même. Et après, grâce à ces thérapies et à ta volonté, tu te mets à d'abord à t'aimer toi et à ne plus rechercher forcément de l'amour de l'extérieur. J'apprends, en tout cas, j'apprends. Oui. Je pense que c'est le travail de toute une vie, parce que j'ai encore des paliers à passer aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, il y a des choses que je n'accepterai plus jamais dans ma vie. Et voilà, c'est parce qu'il a fallu commencer quelque part. Oui, bien sûr. Et s'il fallait parler de la deuxième pire expérience. Aïe, aïe. Celle-là c'est quand même du coup. Oui, c'était. Non, ça, c'était. Mais ça a été. Je pense que ça a été aussi dur parce que ça a été le début de beaucoup de choses dans ma vie. Ça a été le début de beaucoup de changements. Ça a été un élément déclencheur vraiment parce que tellement je l'ai vécu de façon très poignante. Oui. Et ça a donné une direction à plein de domaines de ma vie. Est-ce que ça a aujourd'hui un impact, par exemple, dans ton métier d'humoriste? Oui. Parce que ça a un impact sur toute ma vie, finalement, parce que on en revient à la même chose, l'amour de soi, la confiance en soi, le fait de se dire je peux y arriver toute seule, parce que de se dire je mérite, j'ai le talent, j'ai tout ce que j'ai fait pour les autres, tout ce que j'ai fait pour cette personne ou pour d'autres personnes, je peux le faire pour moi. Oui, c'est-à-dire toute l'énergie que j'ai voulu donner aux gens pour qu'ils me regardent et qu'ils me disent oh là là t'es génial, oh là là t'es trop bien. Aujourd'hui cette énergie je la garde pour moi, donc ça veut dire que je la place dans tous les domaines de ma vie. Bien sûr. On écoute bien, on a une estime pour soi-même, on s'aime d'abord en premier. Bien sûr. On rebondit. On parle de. Tu vas chercher, tu vas me dire peut-être donc. Je tire. Ouais, je vois que tu veux pas lâcher. Je vois que tu veux pas lâcher. Alors le deuxième, c'était pas forcément un échec. Je l'ai pas vécu spécialement comme un échec, mais plus comme des freins. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie professionnelle, dans ma carrière d'humoriste, j'ai rencontré des freins et des blocages. Oui. Et il y a un moment où je me disais, mais je comprends pas, en fait, je me donne à 2000%, je fais, et des fois j'ai l'impression de pas récolter, en fait. Je comprends pas. Oui. Et tous les gens qui font des choses à un moment, qui rêvent et qui mettent en action. C'est ça. Il y a une phase où ça stagne. Ouais. On sait pas pourquoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Vraiment, ça me met en difficulté. En plus, c'était pendant la période du Covid, où je me dis, comment je vais rebondir? Est-ce que je vais vraiment continuer tout ça? Parce que peut-être que c'est pas fait pour moi. Des fois, on s'obstine dans des choses. Alors, c'est contradictoire parce qu'on a le sentiment que c'est fait pour nous. Oui. On a parcouru un grand chemin. Ah oui, je comprends. Mais en même temps, on se dit, hey! Mais pourquoi ça n'explose pas plus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un écho aussi grand qu'on le souhaite? C'est ça, et ça m'a pas mise en dépression, mais pendant un moment j'étais mal et dans une interrogation de me dire peut-être que ce que je fais n'a pas d'importance et que je devrais m'arrêter, en fait. Oui. Et comment on fait pendant ces moments-là pour rebondir malgré tout? La foi. Hein. La foi en quoi? La foi en soi. Oui. La foi en la vie. Et en fait, c'est parce que je pense que quand on a foi en la vie, en ce qu'elle a pour nous, la vie nous ramène sur notre chemin. C'est-à-dire que c'est un chemin duquel j'étais en train de sortir. J'étais en train de me dire, allez, vas-y, je laisse tout ça là. Il y a la peur, il y a la honte. Je sais pas si je vais y arriver. Oui. J'ai peur un peu quand même du regard des gens, de se dire, j'ai fait tout ça, et puis les gens, voilà, que quand même les gens se disent, je suis pas quelqu'un qui se soucie particulièrement du regard des gens, mais quand même, quand on fait des choses où on est exposé, et que on n'évolue pas, on a quand même,
va pas se mentir, hein, ça serait hypocrite de se le dire. On a quand même un peu ce petit truc-là derrière la tête qui se dit, bon, à un moment donné, les gens vont se dire, bon, ben, elle est has-been, quoi. Oui, ah oui, oui. Parce que quand tu fais un métier où tu as besoin justement d'avoir l'attention enfin, quand on est artiste, hein. Bien sûr. Oui. Donc, il y a quand même ça. Donc, moi, petit à petit, je me rends pas compte, mais en même temps, je suis en train de... Et de plus en plus, je me dis, bon, allez, je vais laisser ça là, voilà. Et en fait, la vie a mis des choses sur mon chemin, des personnes, des situations, des opportunités qui m'ont dit, non, c'est là que tu vas aller. Hein. Tu vas pas partir. J'ai su m'en saisir parce que des fois, il faut aussi voir. Oui. Mais j'ai failli abandonner, hein, vraiment. Et la vie m'a dit non. Et quelles sont ces situations Alors, premièrement, j'ai un ami avec qui je travaillais sur mes spectacles quand on était avec Rodman, qui est venu me voir et me dit, ouais, Nénette, tu veux pas faire un spectacle, là, ça fait longtemps. Moi, j'ai une salle avec qui je travaille, je cherche des programmations. Donc moi, je commence à dire, ouais, mais tu... Alors, en plus, c'est quand même paradoxal, puisque c'est des choses que j'ai faites, c'est-à-dire... je me suis produit, je suis allé au culot sur plein de choses, et puis là je commence à dire ouais, tu crois que c'est comme ça, voilà, donc on se trouve un peu des excuses. Il me dit, mais j'ai dit plus, ouais, j'ai pas d'inspiration, je sais pas ce que je vais écrire. Il me dit, je sais pas, va t'isoler, si tu veux je produis, tu t'occupes pas de ça, parce que moi j'ai une formation dans ça, j'aimerais bien l'exploiter. Puis j'ai dit ok, mais en fait je dis un oui mais qui est pas vraiment un oui, quoi. Mais en fait, lui, il m'a pris au sérieux et du coup, il a réservé la salle. Donc voilà, maintenant, je me suis retrouvée avec une salle, une date de salle validée. C'était où? C'était en Guyane? C'était en Guyane. Oui. Donc voilà, il a fallu écrire un spectacle. Et du coup, j'ai écrit mon spectacle. Et je suis venue le jouer à la Part de la Villette, ici. Et du coup, j'ai renoué avec Prince, que j'avais rencontré quand il était venu en Guyane pour un de ses artistes. On dit bonjour à Prince. On dit bonjour à Prince. Quand je suis revenue, il m'a dit, mais Nénette, t'as vachement évolué, vraiment. Tu nous as fait chanter à la part, mais tu nous as ambiancé, mais vraiment, je suis très surpris. Waouh. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a échangé, on a discuté. Et qu'il a valorisé en fait ce parcours que j'avais fait. Il me disait, mais tu sais que ce que tu as fait là, il y a des gens, ils pourraient pas faire le quart. Je me rends compte surtout, pardon de te couper, oui. Hein, que tu as une période de doute, oui, de creux tu aurais pu quitter le chemin de l'humour. Mais j'étais en train de le faire, hein, vraiment, j'étais en train de le faire. C'était en train de maturer. Et quand ça a été le bon moment, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es tombé sur quelqu'un. Mais bon, est revenu me chercher, voilà. Hein, clairement. C'est extraordinaire. Et finalement, cette période creuse t'a permis peut-être de sortir un super beau spectacle. Parfois, il faut juste être un petit peu patient. Oui, ça m'a permis de sortir un beau spectacle, mais ça m'a surtout permis de reprendre confiance. Oui. De reprendre confiance. Parce que, en fait, j'ai été très contente. J'ai fait cette tournée. Je sais même pas comment d'ailleurs, parce que bon, au sortir du Covid, les finances étaient très basses. J'ai fait cette tournée. Chaque date était complète. Je m'y attendais même pas. Et en fait, remonter sur scène, repartir à la rencontre des gens, que je vienne ici et que Prince, il valorise ce que j'ai fait. En fait, ça m'a permis de me dire, yes, en fait, c'est ça. C'est là. Mais, sans ça, c'était même pas le spectacle en lui-même, en vrai. C'était le fait de remonter sur scène. Je tiens quand même à préciser, parce que tu l'as dit là un petit peu en filigrane, je sais pas si on se rend compte. Tu es humoriste, tu écris toi-même tes spectacles. C'est quand même extraordinaire, il faut le saluer. Et puis, on avait discuté un petit peu, ça c'est en off. Tu es la première femme guyanaise à t'exporter aujourd'hui dans l'Hexagone et à avoir finalement à gagner comme ça un petit peu en notoriété. Alors, je suis pas la première. Oui. Il y en a une avant moi qui s'appelle Viviane Émigré, qui vient de Guyane. Oui. Mais en tout cas, de ma génération, parce que c'est quand même une autre génération, on va dire que je suis la deuxième. Voilà. Je suis la deuxième. Et ça fait... je suis la deuxième longtemps après quelqu'un, quoi. En tout cas, c'est quand même une précision qu'il faut oui, bien sûr, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et je tenais quand même à... oui, bon, après, bon, oui. Petite parenthèse, dire, moi, j'étais très admirative quand je me suis rendu compte que
Mais en fait, c'est... En tout cas, je crois que c'est vrai pour le Palais des Glaces, pour le coup. Voilà, déjà pour Du le coup. Palais des Glaces, mais c'est la première Guyanaise humoriste. Mais c'est incroyable. Donc en fait, Mhm. dans le paysage de l'humour français, on n'a pas de Guyanais. Il y en a, mais en tout cas, Parce qu'il y en a une Guyanaise. il y a une Guyanaise avant moi, comme oui, j'ai dit. oui. Voilà, et sinon après, en tant que femme, comme j'ai dit, de ma génération, je suis la seule. Bon, bah écoute, moi déjà, je suis très très fière de ça. Moi aussi. On Mais va- bon, C'est juste pour marquer un petit mais peu. tu as raison, et, c'est quelque chose que je ne relève pas forcément, mais c'est important parce que ça montre aussi le travail qui est fait, donc oui. Oui, déjà pour alimenter un petit peu finalement, quand Prince te dit, mais tu as beaucoup travaillé, C'est ça. tu continues de persévérer Mhm. sur ta voie. C'est, je pense qu'il y a des gens que tu vas inspirer sur tout au long de ton parcours. J'espère, tant mieux. Et donc de continuer de faire rire. Et justement, pour parler de parcours, comment tu fais pour rencontrer Rodman? Qui est Rodman? Et comment vous faites pour jouer, enfin, en tout cas pour créer ce duo infernal, j'ai vraiment envie de dire. Alors, c'est bizarre, c'était le mot qu'on utilisait. Alors, en fait, donc on se rencontre sur la scène du Yana Comedy, donc Ouais. le concept qui met les humoristes amateurs sur scène. Il a commencé une session avant moi. Et il y a tout de suite un bon feeling entre nous. Et Rodman m'invite dans un de ses sketchs, en fait. Donc, je fais une petite intervention dans un de ses sketchs. Et en fait, là, on sent que ça prend. La moutarde prend. Ça prend. La On mayonnaise, plutôt. Voilà. J'ai dit la moutarde Ouais, et la plutôt, mayonnaise. voilà. Mais bon, il y avait beaucoup de quelque chose moutarde. qui prend. Il y avait beaucoup de moutarde dedans. Et du coup, on se dit, tiens, il y a un engouement là, il y a quelque chose. Et puis, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble aussi. Et c'est comme ça que finalement, l'un dans l'autre, on intervient dans le sketch de l'autre. Et puis finalement, on finit par former un duo, par écrire des spectacles ensemble, par se produire et par faire voilà des tournées. L'autre jour, je l'ai rencontré encore. Je lui dis, mais on était deux tarés là. On s'est dit, tiens, on va faire des tournées. Je sais pas pour qui on s'est pris. Et ouais, c'était une belle aventure parce que le fait qu'on soit deux, ça enlevait, ça rajoutait un peu d'insouciance. C'est-à-dire, je sais que j'ai quelqu'un sur qui je peux, voilà. Je pense que si c'est tout seul, tu fais comme ça. Je sais pas si ça, le risque là, si ça vaut le coup. Mais c'est vrai que, en fait, le fait d'être ensemble, ça nous a porté. Oui. Et ça a permis d'équilibrer finalement le risque. Enfin, chacun. Exactement. L'un et l'autre, vous avez Exactement. porté le risque. Et les difficultés étaient moins lourdes. Exactement. Totalement. D'accord. Mm. Ok. Et on salue aussi Rodman. On salue Rodman aussi. Et parle-moi donc de Nénette, ou cette fois-ci peut-être Talena, maman. Ah! Ben moi, donc j'ai un petit garçon de 10 ans. Talena maman, c'est une maman. Comment on fait pour équilibrer justement cette carrière et le fait d'être mère? Est-ce que c'est facile, toi? Alors non, bien sûr, c'est pas facile. Mais moi, déjà avant cette carrière, j'avais déjà à cœur c'est-à-dire comment dire, de donner à mon fils une place à part entière. C'est-à-dire cette place que je n'ai pas eue, reconnue en tant qu'être, voilà. Et donc ça a été, c'est la chose la chose la plus difficile pour moi d'être Oui. maman. Oui. C'est vraiment quelque chose qui vient me heurter, me bouleverser, qui vient me ramener à des blessures, qui me pousse dans mes retranchements. Mais en même temps, j'ai tellement à cœur que mon fils ne ressente pas ce que j'ai ressenti, Oui. que même si c'est dur et que ça me demande de sortir de mon confort, j'y vais, quoi, parce que j'ai envie que ce soit un enfant qui se sente aimé, qui se sente considéré et valorisé. Par rapport à ma carrière, déjà j'ai la chance d'avoir un petit garçon très intelligent, très compréhensif. Et moi, le seul travail que j'ai eu à faire en tant que maman, c'est d'arrêter de culpabiliser déjà. Oui. Et de me dire que un enfant qui voit son parent heureux vaut mieux qu'un enfant qui a son parent à côté de lui malheureux.
Et deuxièmement, j'ai vraiment travaillé à ce que mon fils se sente en sécurité, même si je suis pas présente physiquement. Oui. C'est-à-dire qu'il sache et qu'il ressente que quel que soit où je suis dans le monde, je suis avec lui et qu'il peut toujours compter sur moi et que c'est pas la distance qui fait notre lien, enfin qui va heurter notre lien. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est en sécurité, émotionnellement, je parle, et qu'il sait que je fais toujours de mon mieux pour le retrouver, que je fais toujours de mon mieux pour être là, pour qu'il puisse être épanoui et qu'il sera toujours ma priorité. Voilà. D'accord. Ok. Et tu es maman célibataire. Oui. Quand finalement votre couple se brise, à ce moment-là, alors qu'il y a un enfant, comment on vit les choses? Alors, en fait, est-ce qu'on dit qu'à ce moment-là on a échoué? Alors non. Alors dans mon cas, je me suis pas dit que j'avais échoué, parce que on en revient toujours à la même chose. Ce que j'ai vécu dans ma famille, en fait, plus ce que j'ai ressenti au sein de ma famille, finalement, c'est ce qui a toujours guidé mes choix. C'est-à-dire que à ce moment-là, la question c'était, est-ce que tu as envie que ton fils te voie comme ça? Est-ce que tu as envie qu'il te voie comme toi tu as vu ta mère? C'était ça la question la plus importante. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie et qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Qu'est-ce que tu veux qu'il voie? Qu'est-ce que tu veux qu'il le nourrisse? Et ce qu'il y avait dans ce foyer-là, c'était pas bon pour lui. Donc c'était plus la question de se dire la culpabilité, on en revient à ça. Je sépare mon enfant de son père, je l'empêche de vivre des moments que tout enfant veut vivre, c'est-à-dire avec ses deux parents. Mais je le vis pas comme un échec parce que je sais que la décision est la meilleure pour lui et je me suis pas trompée. Et en plus, j'ai la chance d'avoir le père de mon fils qui est quelqu'un qui est présent pour lui. Donc, je me suis dit de toute façon, il a pas perdu son père. C'est sûr qu'il est pas dans le même foyer, mais il aura son père quand même, quoi. Oui. Et puis il a une mère qui est présente et qui fait de son mieux. Exactement. Pour lui apporter, en tout cas pour qu'il se sente comblé. Exactement. Et heureux. Voilà. Exactement. Et finalement, il s'est habitué parce que il y avait de la paix. Donc il est heureux parce que finalement il est dans un foyer, c'est pas un foyer, mais en tout cas une organisation où il y a de la paix. Donc voilà. D'accord. Bah oui. C'est une belle leçon. Moi, voilà, tu m'édifies beaucoup avec. Mais tant mieux, merci, merci. On va arriver à une dernière partie de l'émission. Et dans cette partie, je l'appelais le True Talk, c'est-à-dire parlons vrai, même si on parle vrai tout au long de l'émission. Dans cette partie, je parle du fait qu'on ne se fait pas tout seul. Dans notre parcours, tu l'as bien expliqué, entre autres, il y a des gens que l'on rencontre qui nous mettent dans des situations complexes. Il y a des gens qui nous donnent notre chance parce qu'ils croient en nous, là où d'autres n'auraient pas. Clairement. Bon, ça va être un peu redondant, mais peut-être que tu as d'autres anecdotes. C'est quelle est la pire situation dans laquelle un détracteur t'a mise? Je crois que le seul détracteur que j'ai, c'est moi-même. Ah. C'est-à-dire que, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui prend... C'est pas prétentieux à ce que je dis, hein. C'est-à-dire que les plus grands combats que je mène, ce sont les combats que je mène contre moi. Oui. Parce que je prends, comme je dis, je prends pas en compte la vie des gens. Quand quelqu'un me ferme une porte, je me dis que c'est parce que c'est pas là, c'est pas le bon endroit. Et je prends vraiment, en fait, comme je dis, je fais vraiment confiance à la vie. Même si sur le moment ça peut être compliqué, mais les expériences que j'ai eues m'ont très rapidement montré que s'il se passe une situation, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Oui. Donc, si quelqu'un veut me fermer une porte, si quelqu'un veut m'insulter ou peu importe, ou qu'une situation me dépasse un peu, moi, je vais toujours chercher à comprendre qu'est-ce que ça vient me dire. Oui. Donc, je vais pas le vivre... Tu es en permanence, finalement, dans une forme de retour d'expérience à chaque fois. J'ai vécu ça,
qu'est-ce que ça Oui, m'enseigne parce que et comment j'avance. je pense que c'est comme ça qu'on avance, Oui. vraiment. Et je pense que le plus gros combat que j'ai mené et que je mène et que je mènerai encore, c'est celui de me dire, Talena, tu mérites. Talena, tu es à la hauteur. Talena, tu vaux la peine. C'est ça le vrai combat que je mène. Quand je parlais de mes blocages professionnels à un moment, Oui. finalement, quand je suis revenue dessus et que j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que je me sentais bloquée, on est revenu à la source. Mhm. C'est-à-dire, finalement, on est dans de l'auto-sabotage, on bloque les choses soi-même parce que on a peur de perdre l'amour de ce foyer qui nous a pourtant un peu malmenés, Oui. mais on se dit, on a déjà fait assez. On a déjà fait assez. C'est inconscient, hein, mais finalement, c'est ce qui est ressorti. Tu as un inconscient qui est très fort, moi je trouve. Ah, c'est parce que je l'interroge. C'est parce que je l'interroge et que je cherche à savoir. Parce que quand je rencontre des blocages, comme je dis, je cherche à comprendre. Les blocages sont pas là pour rien. Ce sont des informations très, très précieuses. Donc, quand je rencontre un blocage, je me dis, OK, où est la source? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que je vais pas avancer sans ça. Et tu le fais, c'est toute seule ou tu es quand même assistée de ton thérapeute? Alors, dans un premier temps, je le fais toute seule. Oui. Si je n'arrive pas à trouver les réponses, je me fais aider. Oui. Voilà. Mais finalement, on en est revenu à ça, c'est que mes blocages professionnels venaient beaucoup de la peur que j'avais de perdre encore l'amour de mes proches, parce que je sentais quand même que le chemin que j'avais était encore en train de renforcer l'écart Oui. entre nous. Et voilà, donc le plus gros combat, mon plus gros détracteur, c'est moi, c'est de me dire, tu en vaux la peine. Aujourd'hui, je vais jouer dans une grande salle, mais parfois je suis encore à me demander est-ce que je suis à la hauteur. Et pourtant, Ah oui, mais tu vas déplacer plus de 500 personnes. oui, mais bon, on se dit ouais, là on a déplacé, est-ce que la fois d'après, voilà, on sait pas. C'est pas comme ça que je devrais le syndrome de l'imposteur, tu penses? Alors, j'ai évolué là-dessus, je pense que je l'ai toujours un petit peu. Oui. Mais c'est surtout le fait de se dire j'accepte d'être qui je suis, j'accepte d'être au niveau où je suis, Oui. j'ai confiance dans ce que je fais. Si les gens parient sur moi, c'est que ils voient le potentiel. Bien sûr. Mais ça, c'est mon plus gros combat. Donc les détracteurs, en vrai, j'en ai pas. C'est moi-même. Et est-ce que tu peux me dire qui est ton homme ou ta femme providence, en tout cas la personne providence, qui t'a ouvert la porte, qui a cru en toi alors que personne d'autre n'aurait pu te donner ton opportunité à ce moment-là? Alors déjà, il y a moi. Non, parce que finalement, je me suis lancée dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, hein, qui était la production, l'écriture, voilà. Je sais même pas comment je me suis dit que j'étais capable de faire ça. C'est pour ça que je dis que c'est tout un combat que je mène, parce que je me vois faire des choses improbables et en même temps, je suis en train de me dire ouais, mais est-ce que j'ai vraiment confiance en moi, voilà. Oui. Donc c'est cette dualité là qui est à l'intérieur de moi, contre laquelle je me bats. Donc déjà, j'ai fait beaucoup de choses seule. Mm-hmm. Et je suis arrivée à ma limite, hein. Et au moment où je suis arrivée à cette limite, j'ai rencontré sur mon chemin donc Prince Calix, qui est aujourd'hui mon producteur et que je remercie, parce que plus que de me tendre la main et de m'offrir une opportunité, il m'a offert, il l'a pas fait exprès, hein, mais je le considère comme un cadeau de la vie, parce qu'il m'a offert la possibilité de faire mon art de façon alignée. C'est-à-dire que je ne me travestis pas pour faire ce que je fais avec lui. D'accord. Et ça, c'est une grâce. Wow. Voilà. Faire ce que l'on aime sans avoir à devenir quelqu'un d'autre. Exactement. Wow. C'est beau, hein. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Vraiment. De faire un travail, finalement, quelque chose qu'on aime. C'est ce que je souhaite à tout le monde, mais pour ça, comme on disait tout à l'heure, on a une part de responsabilité, c'est-à-dire ma part de responsabilité a été de ne pas accepter de travailler avec des personnes qui ne me correspondaient pas. Oui. Et d'attendre que je puisse poser cette intention-là et de me dire non, un jour je vais travailler avec quelqu'un avec qui je serai en phase. Oui. Voilà. Et faut pas se laisser tenter par
par des opportunités qui vont nous donner quelque part, mais nous reprendre Oui, après. après. Donc, tu te définis comme quelqu'un de patient, du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors après, je suis pas du tout quelqu'un de patiente. Mais comme je sais ce que je veux, Oui. il y a des moments où je m'oblige et je me force à être patiente parce que je me dis, tu as posé une intention, c'est ça qui va te permettre de faire ce que tu veux faire de façon alignée et en paix et en harmonie. Donc, fais confiance à la vie, fais confiance à ce que tu dégages et il y a un moment où ça va venir. Mais je suis pas du tout patiente. Pas du tout. En tout cas, tu as suffisamment confiance en ce que tu veux. Comment on fait pour savoir ce que l'on veut? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi pendant longtemps, je me suis cherchée, hein, mais je me suis cherchée, c'était le désert. Hein. Comment toi tu as fait pour savoir si vite, ou comment tu fais pour savoir ce que tu veux? Bah, j'ai commencé par définir ce que je voulais pas. Parce que je savais pas. Début. Je savais pas ce que je voulais non plus. Oui. Mais je pense que quand on commence à se dire, bon, ça, en tout cas, c'est sûr, je veux pas. Oui. Ça, niet. On se rapproche un peu plus de ce que l'on veut. Oui, de ce qu'on veut. Et les expériences nous montrent aussi, ah, ben ça, j'ai bien aimé. Ah, ça, j'ai kiffé. C'est comme ça que j'ai envie de faire les choses. Oui. Voilà. Donc, j'ai commencé parce que j'étais perdue aussi, hein. Mais quand je suis perdue, je commence toujours par ce que je ne veux pas. Oui. Et après, au fur et à mesure, je découvre ce que je veux. Voilà. Tant mieux. Si tu étais sur ton lit de mort, et que tu devais donner un dernier conseil à ton fils, la chose la plus précieuse qui soit, que tu lui lèguerais pour sa vie à lui. Je dis tout le temps, je veux que mon fils soit heureux. Je veux qu'il soit heureux avec lui-même. Je veux qu'il soit en paix avec lui-même. Je veux pas qu'il ait besoin du regard des autres pour se sentir important. Oui. Je veux qu'il soit heureux. Je veux pas qu'il fasse quelque chose parce que on dit que c'est la bonne chose, que c'est le bon chemin. Oui. Parce que papa ou maman se dit que c'est la bonne voie pour lui. Je veux qu'il soit heureux. Parce que je crois qu'on oublie d'être heureux et on oublie de faire les choses qui nous rendent heureux. Wow. S'il y avait un titre d'un film qui définit ton histoire, ta personnalité, peu importe ce que le film dit, ce serait quoi? Ce serait Un film qui définit mon histoire, ma personnalité. Ah, tu me poses une colle là. Je sais pas du tout. Alors, j'aurais peut-être dit La Force cachée. D'accord. La Force cachée parce que, comme je dis, avec qui? Comment? C'est avec qui sont les acteurs tu veux un film qui existe? Oui. Ah, j'avais pas compris. D'accord. Bon, ceci dit, on sait qu'un jour, Nénette va produire un film et réaliser. Oh, j'avais pas compris la question. La Force cachée. J'avais pas compris la question. Alerte spoiler. Alors, je sais plus comment il s'appelle le film avec les sœurs Williams là. Ah, King Richards. Yes. D'accord. Ah oui. J'aurais pas pu dire mieux. Ouais. Ah, j'aurais pas pu dire mieux. Je pense que j'avais pas encore trouvé. Et au fur et à mesure de notre échange, je me suis dit, j'ai pensé à Fences à un moment avec Denzel Washington et Viola Davis. Après, j'ai pensé au Prince de Bel-Air. Et non, en fait, c'est vraiment King Richards, je crois. Moi aussi, je pense que, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et s'il fallait te souhaiter quelque chose pour la suite, Nénette? De la réussite, parce que je le mérite, parce que je le vaux bien, et parce que j'ai travaillé très dur pour ça, et parce que je pense que dans plein de domaines de ma vie, je fais ma part. Maintenant, parfois on essaye de faire sa part, mais il y a aussi un facteur chance, si je peux m'exprimer comme ça. Alignement des planètes. Voilà, c'est ça qui fait que parfois on se retrouve au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Voilà, donc je voudrais qu'on me souhaite d'être au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. En tout cas, je te souhaite d'être le 1er juin 2024 au Palais des Glaces. Tu seras au bon endroit, en tout cas, plutôt. Oui. Et je souhaite à beaucoup de gens, à ces 500 Parisiens, d'être au bon endroit. Le 1er juin, c'est au Palais des Glaces, c'est Nénette qui joue. Et ce sera juste un spectacle extraordinaire. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai parce que
Parce que c'est un spectacle qui est d'un autre niveau par rapport à ce que j'ai déjà fait. Le titre du spectacle, d'ailleurs. Liberté, égalité, féminité. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que très cher, je suis une femme libre. Oui. Parce que je veux aussi exprimer ce regard que j'ai sur la société du point de vue de comment on se considère égaux ou pas égaux, et donc moi j'ai un avis là-dessus. Oui. Et féminité parce que j'ai grandi dans un milieu masculin. J'ai grandi dans un milieu où la féminité était considérée comme quelque chose comme de la vulnérabilité, comme de la faiblesse. Et du coup, je n'ai pas osé l'exprimer parce que pour moi, c'était comme danger. Voilà. Et aujourd'hui, en grandissant, en me soignant, je renoue avec cette féminité, cette part de moi. Et j'aime aussi ce qu'elle me propose parce que dans la féminité, il y a le recevoir. Et ça, je ne savais pas le faire. Et c'est bon de recevoir. C'est très bon de recevoir. Et quand on veut évoluer dans la vie, il faut apprendre à recevoir. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec mon public parce que je sais que beaucoup de femmes dans notre société ont une énergie masculine très forte, très présente, Oui. parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce que c'est une façon de se protéger. Oui. Et elles ont peut-être le sentiment qu'elles ne peuvent pas faire autrement et qu'elles ne peuvent pas mettre en avant cette énergie féminine, alors que c'est faux. Je le découvre aujourd'hui et c'est une expérience que j'ai envie de partager. Waouh. En tout cas, moi, je suis prête à recevoir ma part de nénette. Tant mieux. Ce sera le 1er juin. Au Palais des Glaces. Belle réussite. Ouais. Très beau succès. Et j'espère te voir, je sais pas moi, dans d'autres salles mythiques, l'Olympia, Bercy. Je prends, je reçois. C'est ce que je te souhaite. Merci. Votre épisode est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous avez aimé, si vous souhaitez le faire découvrir, donc ça se passe sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Partagez, laissez 5 étoiles, des likes et bien sûr vos commentaires seront visibles et que j'aimerais lire d'ailleurs sur Instagram WeTalk-8TV. À très vite